À ce poste-là, si on se met dans un confort et si on pense que c'est acquis, ben, c'est là où on se trompe. Et moi, j'ai jamais fonctionné comme ça tout au long de ma carrière et jusqu'à mon dernier match. Je me disais toujours qu'il faut que je prouve et il faut que je montre à chaque match et à chaque minute sur le terrain que c'est moi qui dois jouer. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! En janvier, il avait pris l'habitude de souhaiter la bonne année à ses adversaires par des arrêts et régulièrement des trophées à la clé. Sauf que pour en remporter 59 des trophées, il en a aussi gagné l'été, avec notamment 2 titres olympiques. Élu meilleur handballeur du monde en 2008, légende de cette discipline et du sport français, j'ai l'honneur de recevoir un des experts, pour ne pas dire l'expert lorsqu'il s'agit des buts de handball. Bonjour Thierry Omeyer. Bonjour. Après Atadou Sakho et Vincent Gérard lors de la saison 2 de ce podcast, on va à nouveau explorer ce poste de gardien de but de handball tout en revenant sur tes 25 ans de carrière, sur tes titres, sur le duel psychologique avec l'adversaire, sur ton caractère une fois sur le terrain et cette longévité marquée par cette fin de titre même après avoir tout gagné. Mais avant sa première question, c'est quoi un bon gardien de hand aujourd'hui en 2025 ? Un bon gardien de hand, déjà c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence, de faire basculer un match par ses arrêts. C'est vrai que ce poste-là, aujourd'hui, il a, et comme depuis toujours dans ce sport, une importance énorme dans les résultats de l'équipe. C'est vrai que le gardien, il est tout seul dans sa zone, il est impliqué sur toutes les actions défensives, mais c'est aujourd'hui aussi le premier relanceur, le premier contre-attaquant. Donc c'est un poste où il faut être très complet, il faut être et qui est déterminant aujourd'hui pour avoir des bons résultats. Toi, comment t'es devenu gardien de but ? J'ai commencé le handball très jeune, à l'âge de 6 ans, mais même avant, parce que mes parents jouaient tous les deux au handball et que dès mon plus jeune âge, j'étais les week-ends dans les salles de hand, à vouloir jouer à la mi-temps, à la fin des matchs avec mon frère jumeau. Et puis j'ai pris ma première licence donc à l'âge de 6 ans à Cernay. Et au début, j'ai joué un peu à tous les postes. Enfin voilà, quand on est petit, il n'y a pas de poste prédéfini, mais j'étais dans le champ. Et c'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, j'ai fait le choix d'aller dans les buts. Alors déjà parce que certainement j'avais ce côté compétiteur en moi, que j'estimais que le gardien qui jouait n'était pas assez performant. Et j'avais fait un petit concours parce qu'on était plusieurs à vouloir aller dans les buts. Et j'avais gagné ce concours sans forcément savoir que derrière j'allais faire toute ma carrière à ce poste-là. Mais c'est vrai que je me suis rapidement plu à ce poste-là. Je pense que c'est... dès l'âge de 12 ans, je me suis rendu compte de l'impact que pouvaient avoir les performances du gardien de but sur les résultats de son équipe. C'est un sport un peu individuel aussi à l'intérieur du sport collectif qu'est le handball. Et je me suis rapidement éclaté à ce poste-là. J'aimais ça, être impliqué sur beaucoup d'actions, être capable de les arrêter. J'aimais ça en fait. C'est venu naturellement. C'est difficile d'expliquer un peu pourquoi, mais voilà, j'étais certainement fait pour ce poste-là. Et puis quand tu t'ennuyais un peu dans les buts, tu faisais des passes et va avec ton frère pour aller marquer. Ouais, ça, c'est surtout quand des fois, j'étais un peu énervé parce que voilà, on prenait des buts où on perdait. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, la règle, c'était l'engagement du gardien de but. Et donc, voilà, je prenais un but, je donnais la balle à mon frère et je sortais du but et je partais en dribble et je driblais tout le terrain pour aller marquer des buts. Et voilà, après, c'était un petit niveau, donc mais ça permettait de se défouler ou même parfois, je tirais les pénaltys, voilà, parce qu'il y avait quand même cette envie parfois de marquer des buts, même si je savais que voilà, au poste de gardien, l'important c'est de les arrêter. Ah mais en cadet, ton papa me disait que t'as fini 2e meilleur buteur de l'équipe avec ses passes et va quoi. Ouais, avec ses passés vrais, c'est vrai que ouais. Alors avec mon frère, c'est vrai qu'on avait une relation forcément très forte. On est frères jumeaux et
du coup, on se trouvait les yeux fermés. Moi, je lui lançais les contre-attaques presque, voilà, en connaissant sa course. Et donc, voilà, des fois, il sentait que il fallait me rendre le ballon quand je sortais de la zone. Et puis, c'est vrai que, ouais, je pense que j'étais dans le deuxième meilleur buteur. Ouais. Majoritairement, les invités de ce podcast étaient des gardiens de but footballeurs. C'est quoi ton lien avec le football, toi ? J'ai toujours bien aimé jouer au foot. C'est vrai que déjà quand on est en carrière, souvent à l'échauffement, c'est des petits foot qu'on fait pour jouer, pour bien s'échauffer et pour avoir un petit côté un peu plus ludique avant de rentrer dans le spécifique handball et la tactique et les entraînements. Et j'ai toujours aimé tous les sports co. Et c'est vrai que le foot, j'aimais bien. Alors par contre, vu que je jouais toute l'année dans les buts, quand j'étais au foot, j'aimais bien jouer dans le champ pour pouvoir courir un peu et me défouler. Et après, mais par contre, c'est vrai que le poste de gardien, quelle que soit la discipline, ça m'a toujours attiré d'observer les attitudes, les réactions sur des erreurs ou sur des arrêts décisifs, que ce soit au foot, que ce soit au hockey sur glace, ou forcément quand je regarde les matchs de handball, j'ai forcément un œil plus particulier sur les gardiens et dès mon plus jeune âge, hein, c'est vrai que quand j'allais regarder des matchs en senior, j'avais l'œil plutôt sur les gardiens, ouais. Et justement, la différence avec le foot, quand tu regardais un peu, c'est quoi principalement entre les deux sports ? Il y a des choses que tu as notées ? Alors, c'est vrai que voilà, à ce poste-là, il y a des similitudes, notamment dans l'approche mentale, dans le côté décisif qu'on peut avoir. Alors après, la technique, elle est complètement différente entre un gardien de foot et un gardien de hand, déjà parce que au foot, mis à part sur les têtes, les tirs, ils arrivent d'en bas du pied, donc ils vont plutôt soit de bas en bas, soit de bas en haut, alors que au hand, ils arrivent d'en haut. Et donc la technique est différente. Après, la taille du ballon, la taille du but. Et aussi derrière le nombre de fois où on est sollicité pendant un match. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu au handball, c'est ce côté être impliqué pratiquement très répétitif. Tout au long du match. Pendant les 60 minutes, on va prendre en fonction des matchs entre 50 et 70 actions. Donc c'est ça qui m'a plu, ce côté être sollicité en permanence. En 2011, tu as fait une séance d'entraînement avec les gardiens de l'équipe de France. Franck Ravieux, qui était dans ce podcast-là il y a 3 épisodes, en avait parlé. Quel était ton ressenti quand tu as commencé à enfiler les gants et puis à t'entraîner avec Hugo Lloris, Steve Vandanda et Cédric Carasso ? Ouais, c'est vrai que c'était une belle expérience à l'initiative de Franck Ravieux qui m'avait contacté et que j'avais pu donc passer une journée avec l'équipe de France de foot. À l'époque, j'étais à Kiel et j'avais fait un aller-retour et c'est vrai que c'était très intéressant de voir comment ils évoluaient dans les buts, surtout la capacité de sauter, d'aller chercher les balles loin. Après, comme je le disais, la technique est complètement différente et notamment sur les parades basses, aller chercher le ballon avec la main, alors que nous on va la chercher plus en fente avec le pied. Mais on avait pu échanger notamment sur l'approche mentale aussi des matchs, sur le côté que nous on peut retrouver au hand par rapport au foot, où c'est vrai que au foot t'as pas le droit à l'erreur et t'es obligé tout le temps parfois pendant 85 minutes de pas avoir un tir et dans les 5 dernières minutes de faire l'arrêt décisif. Et c'est ça qui est assez impressionnant au foot, c'est cette capacité où il faut rester concentré et que nous on retrouve un peu dans le money time des matchs où quand le score il est très serré, cette capacité à faire l'arrêt décisif au hand et qui peut faire la différence. Tu parlais du côté répétitif. Est-ce que chaque but est réellement une défaite ? Ouais, pour moi, c'est quand on est gardien de but, chaque but, c'est une frustration, et il faut être capable de passer outre et de vite se relever, de vite regarder la suite. Et c'est quelque chose que j'ai appris à appréhender tout au long de ma carrière et au fur et à mesure que ma carrière avançait, parce que c'est vrai que quand j'étais un jeune gardien et que voilà, il y a des jours où quand tu rentres dans ton match, tout se passe bien,
tu fais des arrêts dès le début et puis derrière c'est assez facile parce que c'est assez facile, c'est dur le métier de gardien de but, mais ce que je veux dire c'est que quand tu es dans un bon jour, t'as l'impression que les balles vont un peu plus lentement, que tu vois tout un peu plus tôt. En avance, ouais. Voilà, que tu vois tout en avance. Et puis il y a des jours où c'est un peu plus compliqué, où tu as du mal à rentrer dans ton match. Et justement, c'est cette capacité à revenir dans le match et petit à petit et à faire des arrêts décisifs. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience. Mais oui, moi, j'ai toujours, et je pense que c'est ce terme de chaque but est une défaite, c'est quelque chose qui m'a permis de continuer à avoir envie de progresser tout au long de ma carrière, parce que voilà, au handball et au poste de gardien de but, on n'atteint jamais la perfection, c'est-à-dire le 0 but encaissé, et on cherche toujours à s'améliorer. Moi, quand j'étais dans l'analyse d'un match, je regardais, bien sûr, je savais quand je sortais d'un bon match que j'avais fait, que j'avais permis à mon équipe de gagner, ou que j'avais un bon pourcentage d'arrêts ou un bon nombre d'arrêts. Mais je regardais aussi tous les buts que j'avais encaissés et ce que j'aurais pu faire mieux. Et ça me permettait de toujours être dans l'autocritique et de toujours me dire là t'aurais pu faire ça t'aurais pu faire mieux, et donc cette envie de toujours essayer de me rapprocher de cette perfection qui n'existe pas au handball. Et est-ce que tu arrivais à te dire non, ce but là il était inarrêtable, ou alors il y avait ce côté compétiteur où tu te trouvais toujours le petit déplacement, le petit centimètre où tu aurais pu faire mieux? Pour moi, il n'y a aucun tir qui est inarrêtable. Maintenant, forcément, il y a des buts où la responsabilité du gardien, elle peut être engagée plus que sur d'autres tirs. Et donc, c'est aussi être en capacité dans un match de bien analyser ça et de pas se laisser entraîner dans quelque chose de négatif, parce qu'on va prendre 2, 3, 4 buts d'affilée, alors que c'est des buts qui j'ai envie de dire qui sont normaux entre guillemets, et que c'est un exploit d'arrêter le tir, alors que parfois il y a des buts qui sont encaissés, et là c'est vraiment des buts qui sont pour le gardien. Et donc ça c'est ce qui m'a toujours attiré aussi dans ce poste-là, et dès mon plus jeune âge, c'était cette envie d'inverser la tendance, de se dire que le joueur de champ, sur certains tirs, il a plus de chances de marquer que le gardien de l'arrêter. Et moi, je voulais justement essayer d'aller contre ça et de montrer que le gardien pouvait l'arrêter. Ça, justement, c'est mental. Ça, c'est le fait de, entre guillemets, rentrer dans la tête de l'adversaire. T'y parvenais comment? Est-ce que, avec l'expérience, tu avais cette crainte aussi de la part des adversaires? Mais au début, sur les premières fois, comment tu t'arrivais à rentrer dans leur tête? Ouais, c'est vrai que plus on avance en carrière et plus on a eu cette capacité à être performant et à faire des bons matchs, et derrière c'est sûr que ça joue dans la tête des adversaires, et que quand ils vont jouer contre un gardien performant, ils le savent, et forcément que ça joue dans leur approche mentale et psychologique par rapport à leur tir. Mais c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit tout au long de ma carrière. Et oui, dès que je voyais que je prenais l'ascendant sur un tireur, que je faisais des arrêts, forcément je le cherchais un peu du regard, j'essayais de le brancher un peu, parce que ce duel psychologique, notamment dans le vrai duel 1 contre 1, il est super important au handball, parce que un joueur qui a une qualité de tir très très bonne, il est capable de tout faire, mais il faut essayer de le piéger, il faut essayer de jouer avec lui, il faut essayer de le faire tirer là où toi t'as envie, et après c'est du premier, du deuxième, du troisième degré pour essayer de rentrer dans sa tête. Et est-ce que cette relation, de duel avec l'adversaire, cet esprit de compétition-là, il a pu naître, toi, le fait d'avoir un frère, le fait que tu étais dans les buts, lui il était tireur, très très jeune, tu as été confronté au duel, entre guillemets? Ouais, alors c'est ça qui était top, quand on était petit avec mon frère jumeau, c'est que on était toujours en compétition l'un avec l'autre, et on avait toujours quelqu'un aussi avec qui faire du sport. On faisait du tennis du table, du tennis l'été, parce que c'était facile en 1 contre 1. On se faisait des entraînements de
de tir. Mes parents, ils avaient acheté un petit but de hand dans le jardin. Et puis, on se faisait des concours de penalty où on se faisait des tirs. On s'entraînait juste à deux. Et donc, oui, on était toujours aussi en compétition l'un par rapport à l'autre. Et je pense que tous les deux, on s'est forgé là-dedans. Et ça nous a forcément aussi aidé à aller vers le très haut niveau. Et ces concours de jet de 7 mètres, qui les remportait? C'est vrai que on s'est retrouvé en carrière et c'était pour moi pas toujours les matchs les plus faciles à jouer parce que très longtemps j'ai joué avec mon frère. On a joué ensemble jusqu'à l'âge de 22-23 ans et puis après je suis parti à Montpellier et quand on jouait les Célestins à Montpellier, il y en a eu quelques-uns. Alors c'est vrai qu'on a toujours gagné parce que voilà, on jouait pas dans la même catégorie au niveau du classement, mais dans le duel en 1 contre 1, mon frère surtout tirait les pénaltys quand il était à Célestat et c'est vrai que il en a marqué peut-être plus que j'en ai arrêté, ce qui est plutôt normal aussi quand même. Il y avait les souvenirs mais il y a quand même eu quelques matchs où j'ai réussi à prendre l'ascendant, mais c'est vrai que c'était certainement les fois où je prenais le moins de bonheur à arrêter un tir. On va reparler de ta carrière. On a déjà vu qu'elle avait été brillante et marquée de plein d'arrêts, mais dans les sélections de jeunes, t'es pas forcément dans les gardiens alsaciens qui sont les premiers cités, les premiers pris en sélection. Est-ce qu'avec le recul, tu arrives à savoir pourquoi et est-ce que c'est avec le recul, on se dit qu'il y a eu un souci sur ces moments-là, sur ces sélections-là, non? Après, il faudrait demander à mes entraîneurs de l'époque. Ou en tout cas aux sélectionneurs. Ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'a jamais freiné. Moi, j'étais aussi déterminé et j'avais envie de prouver que les entraîneurs se trompaient de pas me sélectionner. C'est vrai que en jeune, j'avais fait quelques sélections nationales, enfin des stages nationaux et à chaque fois avant les matchs en équipe de France cadet notamment, j'avais été recalé et donc mais derrière moi c'est quelque chose qui m'a aidé je pense dans ma carrière parce que je me rappelle notamment être rentré d'un stage franco-allemand avec l'équipe nationale alors c'était quand j'avais 16 ou 17 ans et que juste avant de partir faire les matchs contre l'Allemagne ils avaient sélectionné que 2 ou 3 gardiens et qu'ils m'avaient recalé donc j'étais rentré et pendant tout l'été je m'étais entraîné tout seul ou avec mon frère, mais sur tout ce que je pouvais faire, c'est-à-dire des étirements, des assouplissements pour gagner en souplesse, des travails de parade, de gamme, enfin tout ce que je pouvais faire parce que en été on s'entraîne pas en club et donc voilà moi j'avais envie de montrer que les sélectionneurs de l'époque s'étaient trompés. Je pense que je me suis forgé là-dedans, je me suis jamais laissé abattre par des non-sélections, j'avais envie moi, je m'éclatais quand j'étais dans les buts. J'avais aussi confiance dans ce que je faisais. Mais c'est vrai que oui, ça a pas été facile, mais c'est certainement ce qui m'a aidé aussi à faire une carrière. Et il rêve de quoi le jeune Thierry Omeyer à cet instant-là? Déjà d'être champion olympique ou alors juste d'être professionnel par cet esprit de compétition ou il y a déjà ce rêve olympique Non, je me suis jamais formalisé le fait de vouloir être champion du monde ou champion olympique quand j'étais jeune. Par contre, le handball a toujours fait partie de ma vie dès le plus jeune âge. Comme je le disais, mes parents jouaient et les week-ends ils étaient rythmés par le handball. Et pour moi, ça a été quelque chose qui s'est fait presque naturellement. C'est-à-dire que quand je suis rentré en sport-études, pour moi c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis après, intégrer un club de première division, c'était mon premier vrai objectif. C'était ça, c'était juste de pouvoir jouer en première division. Et puis après, une fois que j'avais joué en première division, enfin de jouer dans un meilleur club, d'atteindre l'équipe de France et ainsi de suite. Et je me suis jamais, j'ai jamais essayé. Enfin, dans ma tête, c'était jamais passer de joueur de première division à champion du monde ou champion olympique. Non, c'était devenir un bon joueur de première division, être en équipe de France. Une fois que j'étais en équipe de France, c'était gagner ma place en équipe de France et forcément derrière contribuer aux réussites de l'équipe nationale. Mais quand j'ai gagné mon premier titre de champion du monde en 2001, j'étais très très content, mais pour moi c'était même pas un aboutissement parce que j'avais envie de montrer que je pouvais plus et que surtout j'étais champion du monde, mais je me sentais pas au niveau de tous les grands joueurs de l'époque et moi ce que je voulais c'était ça.
Tu as commencé ta carrière en première division à Célestat, tu signes à 24 ans à Montpellier. Quand tu signes, c'est parce que tu te sens prêt à passer un nouveau palier dans ta carrière? Je pense que j'ai joué 6 ans à Célestat, à peu près 4 ans et demi, 5 ans en première et une année en deuxième division. Et c'était une super expérience parce que c'est ce qui m'a permis d'acquérir du temps de jeu, d'avoir des responsabilités, parce que très vite j'ai été numéro 1 où je jouais beaucoup et bien sûr je le montrais sur le terrain aussi. Et puis derrière, quand Montpellier m'a contacté en 99, j'ai fait le choix d'y aller parce que voilà, Montpellier c'était le plus grand club français qui jouait en Ligue des Champions et que c'était une étape supplémentaire d'y aller pour gagner mes premiers titres, mais surtout connaître cette compétition qu'est la Ligue des Champions. C'est pas le même club, c'est pas le même environnement. Qu'est-ce que ça change pour toi, cette signature? Moi, ce qui change, alors, c'est l'exigence déjà, l'ambition, le fait d'après chaque match, de vite penser au match d'après, c'est là-bas que j'ai appris la vraie culture du haut niveau, la vraie culture de la gagne aussi. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est aussi quelque chose qui, je pense, était en moi, cette envie de toujours performer, de toujours m'améliorer, de jamais me reposer sur ce que j'avais fait au match d'avant. Et donc on s'est très bien trouvé avec Montpellier. Je me suis bien adapté aussi rapidement. Alors c'est vrai que j'avais connu mes premières sélections en équipe de France encore à Célestat, et que donc il y avait à l'époque quand même 6-7 joueurs de Montpellier qui étaient en équipe de France, et donc l'intégration s'est fait beaucoup plus facilement dans le club. Et voilà, et c'est là-bas que j'ai gagné mes premiers titres, ma première Ligue des Champions, et que oui, j'ai appris que j'ai franchi un vrai palier dans ma carrière. Surtout que quand tu arrives à Montpellier, tu n'arrives pas seul, il y a Bruno Martini qui arrive en même temps. Ça t'effraie pas le fait d'être en concurrence, alors que, entre guillemets, à Célestat, tu étais dans un confort parce que de par tes performances, tu étais numéro 1 et tu avais acquis ce statut numéro 1. Là, tu sortais un peu de ce confort-là. Ça t'a pas effrayé le grand saut? Non, alors déjà parce que quand je signe, je sais pas avec qui. Enfin, je suis censé jouer avec Daouda Karaboué, qui après prend le choix de quitter Montpellier. Mais même quand j'étais à Célestat, j'étais jamais dans un confort en fait. Je pense que à ce poste-là, si on se met dans un confort et si on pense que c'est acquis, c'est là où on se trompe. Et moi, j'ai jamais fonctionné comme ça tout au long de ma carrière et jusqu'à mon dernier match. C'est-à-dire que je me disais toujours qu'il faut que je prouve et il faut que je montre à chaque match et à chaque minute sur le terrain que c'est moi qui dois jouer. Et moi, j'adorais jouer et je voulais jouer tout le temps. Mais c'est quelque chose qui doit se mériter et qui doit se montrer de par ce que tu montres à chaque performance, à chaque prestation. Et peu importe l'adversaire, hein, que tu joues un match contre une équipe de bas de classement ou que tu joues une finale de Coupe de France, de championnat ou des gros matchs avec l'équipe de France, à chaque fois je voulais être à fond, je voulais être déterminant et je voulais avoir un vrai impact sur le résultat de mon équipe. Et pourquoi tu voulais tout le temps jouer? Tu parlais tout à l'heure de fraîcheur mentale, de devoir répondre présent au moment-là. Peut-être que des fois le fait de moins jouer, ça te permet de garder de la fraîcheur. Pourquoi toi tu voulais tout le temps jouer? Déjà parce que j'aimais pas être assis sur le banc, mais aussi parce que voilà, je pensais que j'étais capable toujours de faire la différence. Je voulais vraiment montrer que je faisais partie des meilleurs aussi et que et je pense que pour moi faire partie des meilleurs, c'est aussi cette capacité à être performant tout le temps. Je veux dire, faire un bon match, j'ai envie de dire, quand on est gardien de but et faire 20 arrêts, entre guillemets, c'est à la portée de beaucoup de gardiens de but. Mais la régularité, cette capacité à tous les matchs être performant, c'est quelque chose qui n'est pas facile et que moi j'avais envie de faire et c'est pas et en corrélation avec tous les titres que j'ai eu la chance de remporter, j'étais jamais rassasié. Je voulais toujours montrer que t'es au top, que t'es en haut.
En 2006, tu pars à Kiel. Alors pour le public un petit peu plus footeux, Kiel au moment là, c'est un peu le grand Real, c'est l'équipe qui domine l'Europe, qui domine l'Allemagne. La Bundesliga, elle représente quoi pour toi quand tu signes? C'est le meilleur championnat d'Europe au moment là? Ouais, c'est vrai que alors Kiel à ce moment-là domine pas l'Europe parce que ils ont pas gagné encore la Ligue des Champions, mais c'est vrai que c'est le plus grand club, le plus grand club allemand qui a gagné, qui est recordman du nombre de titres de champion d'Allemagne. C'est 10 000 abonnés à tous les matchs dans une salle de 10 000 places. Moi, la Bundesliga, j'ai grandi en regardant les matchs de Bundesliga à la télé. C'est vrai que quand j'étais petit, il y avait pas beaucoup de matchs de hand qui passaient à la télé. Et c'est vrai que voilà, on habitait en Alsace, on avait la chance de pouvoir voir des chaînes allemandes et Vous donc captiez un peu avec les fréquences. voilà, de pouvoir voir les matchs de Bundesliga. Et donc pour moi, c'était oui la possibilité d'aller dans le meilleur championnat du monde, de jouer dans des grandes salles, dans des grosses ambiances, et moi c'est ce que j'aimais. Et puis j'avais la sensation aussi d'avoir fait un peu le tour à Montpellier, et c'était aussi me remettre en question, parce que devoir reprouver, parce que c'est vrai que quand je pars de Montpellier, je suis un joueur cadre, je dois passer capitaine la saison d'après. Okay. Et je fais le choix de partir à Kiel. Alors je me mets en danger parce que c'est vrai que je vais dans un club où il y a déjà le gardien de l'équipe allemande, Henning Fritz, le gardien de l'équipe de Suède, Mathias Andersson, et voilà. Mais le coach veut me prendre, et donc j'y vais, et avec cette ambition de montrer que je peux m'imposer là-bas. J'ai 29 ans, donc je pense que c'est l'âge parfait. Je rentre dans mes meilleures années, en tout cas au poste de gardien de but. Et après 5 finales de Ligue des Champions, dont 3 gagnées. C'est cette période-là où tu te sens le plus fort individuellement. Et alors, en club, peut-être collectivement, on reviendra tout à l'heure sur l'équipe de France, mais le fait de remporter 3 fois la Ligue des Champions en 5 finales, c'est là où tu te sens le plus fort? Ouais, c'est là où je franchis encore un palier. Je pense que se mesurer tous les 3 jours à ce qui se fait de mieux, voilà, à ce moment-là, c'est comme je l'ai dit, le meilleur championnat du monde avec les meilleurs joueurs du monde qui évoluent là-bas. Tous les matchs, t'es obligé d'être à 200% pour les gagner. La Ligue des Champions, c'est l'objectif du club. Voilà, la sensation que tous les ans on peut la gagner. Moi, j'y allais là-bas pour gagner la Ligue des Champions. Le fait dès ma première année, on fait le triplé, championnat, coupe et Ligue des Champions, ça valide aussi mon choix. Non, mais ça valide aussi mon choix d'avoir quitté Montpellier. Et puis c'est vrai que ouais, j'ai l'impression d'arriver à maturité vraiment. Quand je suis là-bas, de maîtriser un peu tous les contours de mon poste. Puis en parallèle aussi avec le club, les années équipe de France où on domine le monde. Donc c'est mes plus belles années, et là où je suis le plus performant, et où j'arrive à être très régulier, voilà. Et est-ce que le fait de travailler dans un autre pays, avec une autre école de gardien, est-ce que là-dessus tu découvres des nouvelles facettes du poste, là même techniquement? Ouais, de toute façon, tout au long de ma carrière, j'ai eu l'impression d'apprendre de nouvelles choses, de progresser, parce que on vit des nouvelles situations dans les buts, dans les matchs, avec des tirs et des défenses un peu différentes. Et c'est vrai que quand je pars de Montpellier, où on est beaucoup sur des défenses très agressives en homme à homme, et que j'arrive en Allemagne derrière une 6-0 à plat, où on laisse tirer de loin, on joue juste le contre, c'est vrai que il faut être capable de s'adapter. C'est aussi ça qui m'a permis certainement de grandir et de m'améliorer. C'est d'avoir joué derrière plein de défenses différentes, et donc de pouvoir progresser dans mon jeu, et d'être un gardien très complet, que ce soit sur les tirs de loin, sur les tirs de près, les tirs d'aile, voilà. Ouais, parce que quand c'est une défense 6-0, tu sais que globalement il y a un contre, mais le tireur il va être un peu moins embêté, et là du coup c'est toi qui as plus de chances de
Alors, il y a des défenseurs devant toi, mais globalement, tu as plus de chances que le ballon il soit pour toi, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai été très sollicité quand je suis arrivé en Allemagne. Et, voilà, c'était un peu la consigne du coach, hein, avec un jeu prôné aussi beaucoup sur marquer un but de plus que l'adversaire. On joue vite vers l'avant, et donc en défense, c'était on laisse tirer de loin et on laisse Titi faire le taf derrière, et derrière on joue soit s'il y a arrêt, la consigne aussi, c'était gardien premier relanceur, et donc c'était si j'arrêtais le tir, c'était vite aller chercher la balle pour relancer soit la contre-attaque, soit jouer le deuxième temps. Et si je prenais le but, j'avais pas le droit d'engueuler mes défenseurs, c'était vite aller prendre la balle et jouer l'engagement rapide. Et donc c'est aussi quelque chose qui m'a fait progresser. Ouais, t'avais pas le temps de le ressasser. Tu pouvais le ressasser une fois que t'avais fait la relance, mais tout de suite fallait que tu switches pour être relanceur et trouver la bonne solution de passe pour la relance, quoi. Ouais, c'est ça. Et même je pouvais pas extérioriser mes parades avec le public tout de suite après, parce que j'étais tué dans l'action de premier attaquant. Après, tu signes au PSG. Là, c'est une domination, mais presque une autre domination, parce qu'en championnat, c'était des plus 10, des plus 15. Pas tout de suite, mais très vite, vous avez été la grosse équipe qui dominait le championnat. Comment toi, au niveau du poste de gardien, tu parlais de la concentration, comme quoi c'était important. Est-ce que c'est plus difficile pour toi d'être concentré quand y a peut-être moins de ballons, il y a un écart au score qui pourrait favoriser le relâchement, mais par contre, il ne faut pas se relâcher, quoi. Non, et puis alors quand j'arrive à Paris, on est à la 2e ou 3e année du projet, et c'est vrai qu'on est encore au début de l'aventure, donc et quand j'arrive, le PSG n'est pas champion l'année d'avant, et donc c'est déjà repartir sur un titre de champion, et apporter aussi cette culture de la gagne avec tous les joueurs qui sont là. Et c'est vrai que moi, c'est aussi montrer que au poste de gardien, cette exigence de vouloir gagner de plus 10, si on peut gagner de plus 10, ça passe aussi par continuer à faire des arrêts même quand le match il est gagné. Et moi j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai jamais supporté de prendre des buts, et même quand on gagne de 10 buts, et c'est pour ça que voilà, parfois avec mes défenseurs, je leur demandais de continuer à mettre l'engagement jusqu'à la 60e minute, parce que je pense que ça c'est quelque chose de très important, et qui te sert aussi après dans les matchs où c'est plus serré, quand tu as l'habitude d'être toujours à fond pendant les 60 minutes. Et tu parlais de la période où tu t'es senti le plus fort. Est-ce que tu as un âge ou l'année où tu t'es senti le plus fort? Un âge précis? Est-ce que c'est au tout début quand tu découvres le poste et t'es tout feu tout flamme, ou c'est après avec l'expérience où tu as découvert d'autres choses? Tu arrives à situer un peu? Je pense que entre 28 et 35 ans, je pense que c'est mes plus belles années. Je dirais 32, 33 ans. Si je dois dire une année, oui, c'est l'année où je suis élu meilleur joueur du monde, mais même l'année d'après. C'est tard, 32, 33 ans. Si on regarde sur une carrière de sportif de haut niveau dans tous les sports, 32, 33 ans, c'est un âge... C'est paradoxal, mais avec le recul, j'ai l'impression d'avoir été meilleur entre 30 et 40 ans. J'ai arrêté à 42 ans, mais je veux dire, si on prend une décennie, j'ai été meilleur entre 30 et 40 qu'entre 20 et 30. Parce que je pense qu'à ce poste-là, l'expérience, c'est quelque chose de très important. Alors, quand j'avais 20 ans et qu'on me disait, ouais, il faut de l'expérience, tout ça, je disais, l'expérience, c'est quoi? Ça sert à rien. Mais c'est vrai que c'est quand même à ce poste-là notamment, c'est vrai que c'est super important. Et puis après je pense qu'on se connaît mieux, on connaît mieux son corps, on connaît mieux sa façon de bien se préparer. Donc j'ai été meilleur plus ma carrière avançait qu'à mes débuts. On va retracer maintenant ta carrière en équipe de France, en sélection, ses titres. Avant de parler de ton premier titre en 2001, il y a les Jeux Olympiques de 2000 que tu vis au début mais que tu joues pas, auxquels tu participes pas. Est-ce que dans ton esprit de compétition, tu ronges un peu ton frein et en gros c'est un faux départ qui fait qu'après t'as encore plus envie de montrer et de retrouver les Bleus? Oui, c'est vrai que du coup, moi, ma première grande compétition, c'est l'Euro 2000.
où je passe le championnat d'Europe en tribune, et puis derrière je fais la préparation pour les Jeux de Sydney. Tout se passe bien, d'ailleurs je suis plutôt bien même dans les matchs de préparation. Et puis au moment de l'annonce de Daniel pour les deux gardiens qui vont partir au jeu, c'est moi qui reste sur le côté. Donc même si voilà, Daniel me l'avait un peu fait comprendre, je savais très bien que j'étais numéro 3, mais voilà, dans la prépa, tu te prends au jeu et tu as envie de montrer que tu peux partir. Donc oui, c'est une frustration, une déception, parce que tu sais jamais si tu vas pouvoir participer au jeu un jour dans ta carrière, et que là, tu passes tout près. Donc derrière, les jeux se passent, et puis derrière, moi, en club, j'ai envie de montrer que je suis performant pour essayer de revenir en équipe de France, et notamment pour les championnats du monde qui ont lieu en France en 2001. Ouais, parce que c'est la différence avec les Jeux, c'est qu'il y a que 2 gardiens, alors qu'au mondial, il y en a 2, un en tribune, mais au moins vous êtes dans l'aventure au quotidien avec le groupe, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, de par les performances que j'ai avec mon club de Montpellier à l'époque, au moment de l'annonce de la sélection, et juste avant de commencer les championnats du monde en 2001, c'est vrai que Daniel nous dit qu'on part tous les trois sur un pied d'égalité, et qu'on va tous les trois jouer un nombre de matchs équivalents sur la phase de poule, avant que sur les matchs coup près, il y ait une sélection qui se fasse. Et puis tu vas jouer la finale, tu l'apprends le matin de la finale. Comment se passe cette journée-là, à partir du moment où tu l'apprends et jusqu'au coup d'envoi? Ouais, alors en fait je l'apprends. C'est vrai qu'après la demi-finale, alors je joue pas le 8e, je commence le quart. Je fais plutôt une bonne première mi-temps, ou 35 minutes même je joue. D'ailleurs, je joue pas la demi, mais à la fin de la demi, c'est vrai qu'il y a Christian Godin. Moi, j'étais super content. On est en finale des championnats du monde à la fin du match. Et là, tout de suite, Christian Godin, il me dit, reste prêt, parce que très certainement que demain, c'est toi qui jouera la finale, parce qu'il connaissait très bien le mode de fonctionnement de Daniel, et puis que Kiki, il avait pas été très performant sur la demi-finale. Et c'est vrai que le matin, quand Daniel il annonce les 12, parce qu'à l'époque c'était que 12 sur un feuille de match, ouais. Voilà, je suis dedans, et c'est vrai que la journée a été longue. D'habitude je fais une sieste, là impossible de dormir, et c'est vrai que le moment il est très fort, au moment de rentrer dans Bercy pour la finale des championnats du monde, parce que 15 000 Français derrière toi. Enfin ouais, ça reste un grand souvenir. Et le fait que ça soit en France, ça... Ah si, on déjà vivre les championnats du monde en France, et puis là on était sur la finale, on commençait déjà à avoir l'engouement à partir du moment où on s'était qualifié pour le dernier week-end, et qu'on était revenu à Paris. On avait l'escorte qui nous amenait qui amenait le bus à la salle. Enfin c'était vraiment très fort d'avoir voilà sa famille dans les tribunes. C'était et puis le match, voilà, on bat la Suède, le scénario avec les prolongations et tout, donc c'est un gros souvenir. Autre finale, celle de tes premiers Jeux Olympiques. Est-ce que ça représente encore autre chose, les Jeux Olympiques, pour toi? Ouais, les JO, c'est la compétition universelle par excellence. Elle a lieu que tous les 4 ans, donc c'est déjà très très compliqué déjà de se qualifier, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se qualifient, mais aussi d'être sélectionné, parce que voilà, le process de sélection, il est quand même il y a moins de joueurs qui partent. Donc 2008, moi j'avais déjà eu la chance de faire les Jeux en 2004, mais c'est vrai qu'en 2008, on a vraiment cette ambition d'aller chercher le dernier titre qui nous manque pour pas mal de joueurs dans cette équipe. On avait déjà gagné les championnats du monde en 2001, le championnat d'Europe en 2006. Pour beaucoup, déjà la Ligue des Champions en club, et donc l'objectif c'était d'aller décrocher ce titre olympique à Pékin, et on a vraiment fait une grosse préparation. On s'est tous tirés les uns les autres vers le haut, et c'est magique. En fait, on est au-dessus des nuages quand on gagne les Jeux. Et est-ce que le même sentiment que tu avais eu en club avec Kiel quand vous dominiez le championnat allemand et la Ligue des Champions, est-ce que tu l'as retrouvé aussi en équipe de France sur cette période-là, ou même face à quand les adversaires vous regardaient, quoi, vous faisiez peur? C'est vrai qu'après on devient quand on gagne les JO, derrière on enchaîne 3 mois après cette finale en Croatie contre les Croates, qui étaient l'équipe qui avait dominé les 10 dernières années avec nous. C'est vrai que
derrière, on prend un avantage psychologique, on est l'équipe à battre, et quand on rentre sur le terrain, on sent que on a cet avantage psychologique-là sur nos adversaires, que très souvent on arrive à les faire plier à la 40e, parce que voilà, les équipes elles arrivent parfois à s'accrocher un peu, mais que derrière nous on est tellement déterminés, et puis on est une équipe de compétiteurs, on n'a pas envie de perdre. Voilà, quand c'est pas Nico, c'est Daniel, quand c'est pas Daniel, c'est Jérôme, quand c'est pas Jérôme, c'est Luc. Enfin, c'est peu importe. On a tellement de joueurs qui sont capables de faire la différence dans le Money Time, et donc c'est ouais, à ce moment-là, on a l'impression de pouvoir gagner toutes les compétitions auxquelles on participe. Et ta journée avant cette finale olympique, est-ce que tu as appris de cette première finale des mondiaux en 2001, ou est-ce que c'est encore différent, t'as des sentiments encore différents? C'est différent. Je pense que la finale olympique, c'est la finale que tout handballeur rêve de jouer. Et moi, je me rappelle que autant sur tous les autres matchs, en général, dans l'avant-match, dans la préparation du match, j'ai assez de sérénité. Il y a toujours de la pression, parce que la pression, elle fait partie du haut niveau. Mais c'est vrai que ce jour-là, avant le match, à l'échauffement, j'avais envie que d'une chose, c'est que le match commence, et que pendant tout l'échauffement, je disais pas un mot, je m'échauffais presque comme un robot, et tout ce que je voulais, c'était voilà, parce que la pression, c'est vrai qu'elle est énorme. Tu sais que c'est une finale olympique, tu sais pas si tu auras la chance d'en rejouer une, et t'as pas envie de laisser passer ta chance de devenir champion olympique. Et donc, mais après, voilà, je fais un de mes meilleurs matchs en équipe de France sur cette finale-là, en tenant compte de l'enjeu, et voilà, donc non, ça reste, ouais, c'était mon plus grand souvenir. Et d'ailleurs, quand on gagne à la fin, il y a ma femme dans les tribunes, mais derrière j'appelle tout de suite aussi mon frère jumeau, et on n'arrive pas à se parler, parce que c'est au-delà de tout. L'émotion, elle prend le dessus, et t'es ému, ouais. enfin vous vous appelez, vous parlez on pas, s'appelle, et n'arrive vous comprenez pas, quoi. ouais, on n'arrive pas, moi j'arrive pas, voilà, en pleurs, c'est un moment très fort en émotion, et les mots ils sortent pas, parce que c'est quelque chose de tellement fort, c'est déjà, voilà, quand j'étais petit, comme je le disais, je rêvais pas de devenir champion olympique, mais les Jeux olympiques, c'est quelque chose qui te fait rêver, et donc juste y participer, c'est déjà quelque chose de grand. Mais alors décrocher une médaille d'or, c'est inimaginable. On ressent quoi quand on est champion olympique? Franchement, c'est une sensation de bien-être, d'être au-dessus des nuages. Je pense qu'on est intouchable pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Et quand on est double champion olympique? C'est vrai que 2012, ça reste très fort aussi. C'est vrai que quand on est Londres, ça reste un souvenir assez incroyable. Déjà parce que c'est en Europe, et que du coup la possibilité d'avoir toute ma famille, tous mes amis dans les tribunes. Je me rappelle, j'ai l'impression qu'on est presque à Paris, parce que dans les tribunes sur le dernier week-end, dans la salle qui faisait à peu près 12 000, je pense qu'il y a l'impression que c'était 90% de Français, une ambiance de folie, tout le public qui est derrière nous. Ça reste, j'ai du mal à faire un classement entre les deux titres olympiques, parce que les deux sont vraiment au-dessus de tous les autres titres, mais ouais, c'est génial de pouvoir partager ça avec ses proches, et de pouvoir regagner une médaille d'or. Ouais. 2008, t'es élu meilleur joueur du monde. Alors là, on n'est pas sur meilleur gardien du monde, c'est meilleur joueur du monde. Est-ce que le fait d'avoir ce titre de meilleur joueur du monde, c'est le Graal? Déjà, c'est une vraie fierté, un honneur de pouvoir avoir une telle distinction. Et après, je suis fier de pouvoir mettre aussi ce poste en avant. Ça montre aussi l'importance que peut avoir ce poste-là au handball. Voilà, ça arrive une année où on est champion olympique. L'année d'après, je suis meilleur joueur du championnat d'Allemagne aussi. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est certainement 32, 33 ans, mais ma meilleure année. Mais c'est surtout, ouais, cette fierté, de mettre ce poste en avant,
parce que c'est vrai que souvent au handball, on disait qu'on mettait celui qui était moins doué dans le champ dans les buts, et que moi, je voulais justement donner envie aux enfants et aux jeunes handballeurs de choisir ce poste-là et de montrer qu'on peut s'éclater à ce poste-là. 2008, c'est le début d'un triplé avec ensuite les mondiaux et l'Euro. À quel moment vous réalisez que vous êtes peut-être en train de réaliser de quelque chose d'hors norme? Nous, on se pose pas la question comme ça. Enfin, quand on débute une compétition, on a simplement envie de la gagner. Après, moi, ce que je me rappelle, c'est qu'avant le championnat d'Europe 2010, tout le monde nous parle de ça, tous les journalistes, les médias, tout le monde extérieur, de cette possibilité de devenir la première équipe de l'histoire à détenir les 3 titres. Et c'est vrai que on essaye de mettre ça de côté, mais que forcément, quand tu te rapproches de la fin de la compétition, c'est quelque chose qui ça revient. Ça revient même de manière inconsciente. Et c'est vrai qu'à la fin de cette compétition, je me rappelle que c'est presque plus du soulagement que de la joie. On sentait qu'il y avait vraiment cette attente et cette attente, elle existe presque aujourd'hui avant chaque compétition de l'équipe de France, parce qu'on attend à chaque fois que l'équipe de France elle aille au bout de toutes les compétitions, et c'est quelque chose qui nous a habité tout au long de notre carrière. C'est les résultats font que derrière tout le monde devient de plus en plus exigeant et que tu as envie d'une médaille d'or à chaque fois. Ouais, voilà, même pas du simple médaille, on est passé d'une simple médaille à maintenant il faut que ce soit l'or à chaque fois pour qu'une compétition elle soit réussie, et c'est pas si simple. Tous les titres qu'on a gagnés ou toutes les médailles qui ont été gagnées par l'équipe de France, et à chaque fois c'est très dur, à chaque fois il y a des adversaires, qu'à chaque fois ça joue aussi à des petits détails, à des petites choses, et que les compétitions elles sont pas dominées ou écrasées comme on peut avoir l'impression parce qu'on a gagné 4 compétitions d'affilée. Non, à chaque fois c'est beaucoup de travail. Ah, mais il y a un passif maintenant. Pour l'équipe de France, vous avez construit un héritage qui fait que les nouvelles générations qui ont grandi en vous voyant gagner, les joueurs qui sont installés en équipe de France, ils étaient devant leur télé quand vous gagnez. Il y a un passif et il y a des attentes qui vont avec, quoi. Ouais, c'est ça. C'est depuis cette première médaille en 92. Au jeu de Barcelone, et puis derrière il y a eu un enchaînement de médailles assez incroyable depuis plus de 30 ans, et ça continue, et c'est ça qui est bien. Ça montre aussi qu'il y a une bonne formation, qu'il y a une bonne transmission entre les générations. Je pense que c'est ça qui est très important, l'état d'esprit qui perdure de génération en génération, et que voilà, les jeunes joueurs quand ils arrivent en équipe de France, ils ont envie de faire comme les aînés. Avant de rentrer dans le détail de ton tempérament et de passer au face-à-face pour finir, on va passer au podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes de ta carrière. À la 3e place. Oula, 3e place. Je vais dire Ligue des Champions 2010, premier Final Four. À la 2e place. À la 2e place, le titre de champion du monde 2015. Ok. Et à la première place. Parce que je fais une grande certainement une de mes meilleures compétitions avec l'équipe de France. Et puis tout en haut, je vais mettre les 2 titres olympiques. On peut mettre 2. On peut mettre 2. Ça marche par double. Concernant ta technique, si on vient à parler de la spéciale au meilleur, est-ce qu'il y en avait une? Est-ce qu'il y avait un geste que t'aimais vraiment faire et qui marchait souvent? Après, moi, j'essaie de faire toujours mes parades en fonction du tir et de piéger un peu aussi parfois le tireur. Non, j'ai su évoluer tout au long de ma carrière. Au début, je faisais pas forcément beaucoup de parades glissées, notamment sur les tirs à 9 mètres, et c'est quelque chose que j'ai appris à faire au fur et à mesure que ma carrière avançait. Non, là, j'ai pas une spéciale au meilleur. Je dirais plus que c'est quelque chose de très complet. Tu parlais de garder la tête froide, de rester concentré, de rester frais mentalement. Est-ce que tu avais, je sais pas, une technique, quelque chose qui te permettait de rester concentré, de t'évader peut-être quelques secondes pour penser à autre chose et revenir vite au match? Est-ce que c'était justement de rester purement concentré pendant 60 minutes? Non, alors dans un match c'est dur parce que 60 minutes de rester bien concentré. Surtout j'essayais dans les phases où on avait le ballon d'être dans mes buts et de justement de
analyser, de bien me redire un peu ce que je m'étais dit avant le match dans la préparation des matchs, parce que chaque match est un peu différent, tu te prépares de manière différente, et puis aussi de la façon dont t'es dans ton match. Si t'es bien dans ton match, de bien rester concentré. Si t'es un peu moins bien, de se dire ok, ça va revenir, tu vas te reconcentrer sur tes bases, sur la prochaine défense. Donc et puis après les attaques, si elles durent longtemps, quand j'étais dans mes buts, c'était de pas tout de suite être en mode compétitif, enfin prêt à intervenir, parce que tu sens que quand l'équipe adverse est en train de faire les passes, tu vas pas avoir de tir, et ça t'évite d'user trop d'influx. Ouais, des fois ça peut durer 20 secondes et Voilà. si t'es vraiment concentré ou sur les appuis pendant 20 secondes, ça peut être tu peux perdre Du jus, pour, voilà, c'est ça. Concernant, tu parlais tout à l'heure de tes binômes, t'avais quelle relation toi avec tes binômes? T'en as connu plusieurs, que ce soit en club ou en sélection, mais t'étais dans quelle relation avec eux? Je pense que on parle beaucoup de concurrence au poste de gardien de but, mais pour moi, j'utiliserais plus le terme émulation. Parce que on se tire vers le haut. On est dans la même équipe, on a envie tout simplement d'aider l'équipe à gagner. Et c'est vrai que moi souvent je me rapprochais du banc quand j'étais sur le terrain, soit pour aller boire, mais aussi pour échanger rapidement avec mon collègue qui était sur le banc. Et moi j'aimais avoir quelqu'un de fort avec moi, parce que derrière je savais aussi que si j'étais pas performant, et que j'étais pas bon, que l'autre il allait rentrer et que c'est lui qui allait être bon. Donc moi c'est quelque chose qui me tirait vers le haut. Concernant le jet de 7 mètres, est-ce que tu pars du principe que la pression elle est sur le tireur plus que sur le gardien dans le duel ou pas? Ouais, alors tout dépend aussi le moment du match. Je pense que forcément il y a des pénaltys qui sont tirés dans des moments où c'est plus important, et moi je pars du principe que dans ces moments-là, sur les fins de match, le joueur il va revenir sur ses tirs préférentiels. Il va pas essayer d'inventer quelque chose ou de faire un tir trop risqué. Donc c'était aussi se dire ça. Et puis après je me posais pas trop de la question de savoir qui avait le plus de pression. Moi tout ce que je voulais c'était essayer de l'arrêter. Quand tu disais que les tireurs, dans les moments tendus, allaient se mettre dans une situation qu'ils maîtrisaient, c'est-à-dire que toi, tu l'avais vu à la vidéo. Est-ce qu'avec le temps, la vidéo est devenue primordiale dans ton travail, si on compare avec tes débuts dans les années 90? Ouais, moi j'ai appris très jeune à utiliser la vidéo. Alors au début c'était avec les cassettes, ça prenait un peu plus de temps. Mais c'est vrai que oui, la vidéo c'est très important, mais c'est une arme supplémentaire pour performer, et il faut être capable de bien s'en servir. Et puis c'est pas juste je vois à la vidéo que le joueur quand il court vers l'intérieur, il tire croisé, parce que sinon tout le monde pourrait être gardien de but. C'est justement, moi ça me permettait de retarder encore un peu plus ma parade, de savoir qu'au dernier moment, si un joueur il avait un côté préférentiel, j'allais intervenir là-bas, mais ça me permettait du coup de me concentrer sur les 3 autres coins du but. Donc ouais, c'est important la vidéo, c'est primordial, mais il faut savoir bien l'utiliser et bien s'en servir. Je lisais dans une interview que tu avais donnée que dès la fin du match, toi tu regardais la vidéo du match d'après pour déjà basculer, surtout que les temps sont très courts en compétition internationale, pour basculer sur le match d'après. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sur les compétitions internationales, hein, pas dans la vie en club, mais c'est vrai que quand on joue tous les jours ou tous les 2 jours en championnat du monde ou en championnat d'Europe ou aux Jeux Olympiques, c'est vrai que les matchs s'enchaînent, et que pour éviter aussi de trop ressasser le match que je venais de jouer, et de tout de suite me projeter sur le match d'après. C'est vrai que j'aimais bien m'endormir déjà sur les tireurs que j'allais affronter le lendemain ou le surlendemain, et de tout de suite basculer sur le match d'après. À Kiel, notamment par rapport aux consignes du coach, tu ne pouvais pas trop célébrer tes arrêts. Et à côté de ça, il y a le sentiment aussi de tout maîtriser, d'être très froid en interview, de connaître les stats quasiment en temps réel. Comment tu arrives, avec le recul, à définir les 2 tempéraments du Thierry Omeyer, celui qui est presque entre guillemets robotique, à tout maîtriser, tout calculer, et puis par contre celui qui explose quand il fait un arrêt? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris aussi au début de ma carrière, à être un peu plus extraverti sur le terrain, à vivre encore un peu plus le match avec les émotions, déjà pour envoyer des messages positifs à mes partenaires, pour aussi
montrer de la présence à mes adversaires, parce que plus ils te voient, plus tu rentres dans leur tête. Jouer avec le public, parce que c'est vrai que ça m'a permis de me mettre dans des états entre guillemets seconds, et faire derrière de faire des choses que tu fais pas forcément à l'entraînement, ou parce qu'avec l'adrénaline tu vas faire des choses qui te permettent de faire des arrêts, de mettre la tête, enfin voilà, des choses où à l'entraînement tu fais pas. L'adrénaline ou des fois la pression de la presse étrangère quand tu lis avant un mondial que ils te considèrent comme mauvais, là ça peut te booster encore, quoi. Ouais, après quand t'es sportif de haut niveau, t'essaies de trouver un peu tous les ressorts, et voilà. Et puis là, l'anecdote, c'est par rapport à un match en Suède, juste avant de jouer la demi-finale en Suède, et c'est Claude Onesta qui m'avait montré un article avec des soi-disant experts qui pensaient que j'étais fini, et j'ai arrêté un peu plus tard ma carrière quand même. Ouais, 2011-2017, il y a eu des trophées, entre-temps. Merci beaucoup Thierry. Merci d'avoir retracé toute ta carrière. On va passer au face-à-face. Allez. J'ai de 7 mètres. Une question, une réponse. Ok. Ton plus bel arrêt? Mon plus bel arrêt, je vais dire un arrêt contre Aalborg, où je fais un double arrêt, je fais un premier arrêt, je me retrouve par terre et je lève la jambe et j'arrive à la sortir, je sais pas comment. C'est pas le plus important, mais c'est, on va dire, un arrêt que j'ai jamais refait. Le plus spectaculaire. Voilà, en tout cas. le plus spectaculaire. Ce qui te fascine chez les gardiens? J'ai envie de dire le côté mental, la responsabilité qu'il y a à ce poste-là, parce que c'est vrai que c'est un poste où on peut vite être le héros, mais on peut aussi vite être celui qui a fait perdre ton équipe. Donc je dirais la force mentale. Ouais. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Il y a rien qui m'énerve chez un gardien. Ouais. Pastis avec les mains ou avec les pieds? Je vais dire avec les mains. Après, j'ai jamais été trop pastis, parce que voilà, de par ma technique, j'attendais avant d'intervenir, et donc j'étais plus en bout de bras souvent. Ton modèle? J'en ai eu plusieurs. Je me suis inspiré de grands gardiens de l'ancienne génération, on va dire, hein, des années 90, et surtout de trois écoles différentes. Et donc c'était Mirko Basic, Mats Olsson et Andrei Lavrov, trois grands gardiens qui ont dominé le monde. Ton binôme préféré? Je vais dire Daouda Karaboué, avec qui on a partagé de très longues années, et en équipe de France, et qui était le gardien avec lequel on a gagné notamment le quadruplé. Ton premier titre mondial en 2001 ou le dernier en France en 2017? Difficile. Je vais dire le premier, parce que la première fois qu'on est champion du monde, c'est quand même quelque chose. C'était tout mon premier titre en pro. J'avais même pas été champion de France, donc je vais dire le premier. L'exercice que tu détestais? L'exercice que je détestais en entraînement des gardiens? Oui. Je sais pas, j'aimais tout. Je pense que je me suis toujours éclaté à m'entraîner à ce poste-là, que ce soit. Mais c'est vrai que non, j'ai pas d'exercice que j'aimais pas. Je sais pas. Ton geste préféré? Mon geste préféré, la parade glissée. Ce que t'aurais piqué à un gardien de foot? Ce que j'aurais piqué, c'est peut-être sortir pour intercepter les balles sur les longues relances. Thierry Meyer dans un rôle encore plus proche des gardiens, envisageable? Envisageable, je pense que c'est un poste voilà où je me suis éclaté tout au long de ma carrière, et c'est un poste où j'ai envie de redonner. Oui, on verra comment ça se concrétise un jour. Le tireur adverse le plus coriace? Il y en a eu beaucoup, mais à chaque fois j'ai pris ça comme des défis aussi. Je pense qu'au début ça a été un joueur comme Lars Christiansen, un ailier gauche danois qui avait une gamme de tirs assez forte, mais j'ai pris ça comme un défi de pouvoir après des premiers matchs où c'était compliqué face à lui, de pouvoir prendre le dessus. Le coéquipier en équipe de France pour qui tu te disais bon, vaut mieux qu'il tire sur le gardien adverse?
Je vais dire Luc Cavallo. Parce que je pense que c'était un joueur qui avait des qualités physiques assez incroyables et qui était capable de tout faire au niveau du tir. Et puis surtout, c'était quelqu'un qui... je me rappelle quand j'avais joué la première fois contre lui, j'avais essayé de le brancher après lui avoir fait un arrêt. Et puis, au lieu... D'habitude, les joueurs, ils baissent un peu la tête, enfin, ou ils regardent pas trop. Et lui, il avait souri. Donc, ça m'avait un peu déstabilisé. Ça avait eu l'effet inverse, voilà. quoi. Plutôt Titi ou Gourminet? Titi. Le conseil que tu donnerais au Thierry Omeyer, né à Mulhouse? Honnêtement, de refaire tout ce que j'ai fait. Parce que c'est vrai que je reviendrai sur rien de ma carrière. Parce que je pense qu'elle est allée au-delà de tous mes rêves et de toutes mes espérances. Jamais j'aurais pu imaginer vivre une telle carrière. Donc, je lui dirais, voilà, jouer au handball. Et quelle carrière. Merci beaucoup Thierry de l'avoir retracé, d'avoir fait découvrir le poste de gardien de hand et d'avoir essayé de comprendre un peu ce qui pouvait se passer, notamment techniquement, mais aussi dans la tête d'un gardien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.